Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors d'habitude, pour mes sessions de gameplay, je commence par bienvenue habitants d'Ezafir. Bah là, malheureusement, nous avons quitté Ezafir. C'est fait puisque j'ai fini la campagne de Fate Forge. Voici la boîte qui n'est pas encore remplie de ses composants puisque pour la vidéo, là, on va parler d'un petit peu tout. Je balaye pour vraiment tâcher de pointer ce qui aura été très bon, ce que j'aurais considéré comme moyen, et le ou les points qui, pour moi, étaient vraiment très mauvais. Je crois qu'il y en a deux seulement. Alors, sacrée aventure que cette aventure menée avec Fate Forge. Tout d'abord, et avant que j'oublie, c'est un jeu qui a été conçu par le studio Agathe, qui est tiré de leur univers du jeu de rôle donc Fate Forge, et qui est édité par Mighty Boards. Voilà qui est dit. Donc, sans aucune surprise, hein, si vous avez vu un YouTuber faire toute la campagne qui a duré à peu près un mois, peut-être pas un mois et demi, mais je crois un mois, j'ai dû le noter ça d'ailleurs. Donc, il a fait toute la campagne à suivre. En plus, c'est que probablement le jeu lui a plu. Bah oui, sans grande surprise, le jeu m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Ça veut dire qu'on va avoir, de mon point de vue, beaucoup de choses très bonnes, quelques moyennes, et puis quasiment pas de choses très mauvaises. Donc, dans le déroulé, ah oui, alors, déjà, d'où est-ce qu'il vient dans ma ludothèque Fate Forge? Ça a été vraiment l'achat, comment je vais le dire, coup de cœur, même pas coup de cœur, ça a été l'achat du pourquoi pas en espérant que ce soit une bonne pioche. C'est bizarre, mais c'était comme ça. J'ai vu passer une vignette sur YouTube, comme c'est bien souvent le cas, avec Fate Forge. Enfin, une vidéo qui parlait de Fate Forge. Visuellement, j'ai dit tiens, qu'est-ce que quoi? J'ai regardé la vidéo, ouais, ça avait l'air bien. Et puis, vu que je me suis lancé dans la complétion de mes jeux Dungeon Crawler, j'ai dit bon, allez, on commande. En plus, il était en réduction chez Monsieur Phi Libert, donc ça a été vraiment le timing parfait. 48 heures après, je l'ai reçu, je m'y suis mis, et puis alors la patatras. J'ai tout enchaîné. Donc ça fait plaisir de tenter un jeu et puis au final, eh ben, c'est une très bonne pioche. Alors, le prix même encore actuellement en boîte, classique, ah tiens d'ailleurs je viens de prononcer classique. Ce qui était bien, c'était que là, c'était édition limitée de luxe. C'est marqué là, et pareil avec l'extension que j'ai achetée en même temps. Tant qu'à faire, puisqu'elle était disponible sur le moment, j'évite maintenant de me faire avoir et de passer à côté d'une extension. Donc j'avais fait l'achat des deux boîtes, et c'est une édition de luxe. Avec un petit bémol, je m'attendais à ce qu'il y ait les figurines des 3 boss principaux dans cette boîte, alors que non. Pour avoir les boss du jeu, il faut acheter une boîte séparée. C'est pas très grave. Au final, je ne me suis même pas intéressé à la différence des composants entre une édition classique et l'édition de luxe. J'étais content de l'avoir, cette édition de luxe, donc eh ben, j'en ai bien profité. Le prix, je ne sais même plus si je vous l'ai dit, 110 à 130 euros. Prix classique hein, pour le type de jeu que ça nous apporte. Rapport qualité-prix, on est bien. Hein. Vraiment en nombre d'heures passées et surtout en termes d'immersion et d'aventure à vivre, ça les a valus pour moi. Alors, je vais commencer par la rubrique très bon. Le matériel d'abord, c'est toujours bien de rebalayer ce que nous avons manipulé. Alors,
Et machinalement, j'étais en train de chercher par quoi j'allais commencer, parce que tout est encore étalé sur ma table. Je n'ai pas pu me résoudre à dire au revoir physiquement au matériel des héros, donc ils sont encore sur ma planche là que j'ai devant. Mais il va bien falloir que je le range quand même à un moment ou à un autre. Je prendrai le temps de le faire. Alors, le matériel. On va commencer par un des éléments de jeu qui m'intéresse moi beaucoup, ce sont les figurines. Il n'y en a pas beaucoup, puisque on n'en a que 6. 5 pour les héros principaux, et puis une pour la figurine de groupe. Voilà, elle est là. Alors ça c'est sympa parce que on le verra, ça permet de se balader sur la carte poster, j'allais dire du monde, non, sur la carte poster de la ville des Aphirs, qui est le lieu central de cette aventure. Il y a un mémo que j'ai oublié de noter d'ailleurs en parlant de la carte. Pas en parlant de la carte, mais en parlant de l'histoire elle-même. Oui, ça ne se passe que dans la ville des Aphirs. Certains ont trouvé ça gênant. Moi, je vous le dis tout de suite, pas du tout. On est embarqué là-dedans, on fait ce qu'on a à faire, et puis voilà, grâce aux extensions, on ira visiter des contrées lointaines et des lieux différents. Mais là, le fait que ça se passe uniquement dans la grande capitale des Aphirs, c'est pas gênant. J'en reviens au matériel. Donc, les figurines, vraiment, c'est pas une dinguerie, mais elles font complètement le job. Ma préférence va à Akab et à Léowyn, donc la voleuse et l'archer, voilà, qui sont, les postures sont sympas, hein. L'archer tire à l'arc, la voleuse est sur le point de planter quelqu'un dans le dos. Mention un peu atténuée, moyenne pour Varcha ici et puis Cassius. On a de la figurine standard, mais vraiment, ça fait bien le job. Et la 5e figurine de héros, puisqu'on peut jouer un 5e héros, mais on ne contrôlera toujours que 4 personnages, c'est mon délit de sale gueule que je fais habituellement dans tous les jeux narratifs à figurines, dungeon crawler. C'est-à-dire que c'est Kila. Kila le chaman. Je suis pas du tout fan, donc je ne l'ai pas joué. Je ne dis pas que je ne le jouerai pas peut-être différemment, mais voilà, pour les figurines, ça fait vraiment le job. Maintenant, ces figurines, bien sûr, symbolisent des héros. Matériel pour les héros, impeccable. Un joli plateau comme ça avec des emplacements nécessaires pour notre santé, notre énergie, les cartes que l'on va dispatcher autour. C'est propre, visuellement, ça fait largement le job. On a tout ce qu'il faut hein, en rappel dessus là, donc parfait. Qu'est-ce que j'ai noté dans les autres éléments? Ah oui, 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 on va balayer au fur et à mesure. C'est important. Les boîtes de sauvegarde. Chaque héros possède sa boîte de sauvegarde, d'ailleurs dans laquelle j'ai placé toutes les cartes que j'avais déverrouillées avec leur dés aussi spécifiques. Donc ça nous fait du matériel à ressortir éventuellement pour l'extension. Sauf que un élément que je ne connais pas, c'est si on peut continuer l'aventure avec l'extension en reprenant le matériel avec lequel on s'était arrêté, ou alors s'il faut repartir de zéro. Ça, on le verra parce que j'ai pas encore déballé l'extension qui s'intitule d'ailleurs le choc des immortels. Tout un programme. Donc les boîtes de sauvegarde, ça j'adore. On a même la boîte pour le campement, hein, notre camp. Donc ça c'est vraiment du matériel qui est qualitatif en plus, hein. L'épaisseur des plateaux c'est très bien. Les boîtes c'est du grand classique, mais ça rappelle Gloomhaven, ça rappelle Arceus, ça rappelle aussi pas mal d'autres jeux. Et ça je suis assez fan. Les dés que l'on utilise pour, j'allais dire nos actions, oui, pour nos actions et pour le combat, puisque tout est lié, c'est du bon gros dé à 6 faces, hein.
clair, un symbole par face. Après, on fait notre mixage pour faire nos actions. C'est très bien. Et, très bonne surprise de ce point de vue-là, concernant les dés, il y en a pour tous les joueurs tout de suite. Il n'y a pas besoin de se prêter les dés à l'autre bout de la table. Moi, je m'en fous, j'ai joué en solo, mais enfin, vous voyez le principe. Chaque plateau joueur a son nombre de dés qui lui correspond. Ça, c'est très très bien. Après, pour continuer avec les héros, la diversité des compétences. Oh la vache! Où est-ce que je vais trouver ça? Ah bah oui, je vais trouver ça dans cette boîte-là. Alors là, j'étais carrément surpris. Ça m'a même un petit peu chagriné au début. Quand je dis au début, c'est à la fin de l'acte 1. Là, je ne vais prendre que le personnage. Oh, j'en ai marre de Cassius. Akab. Tiens, Akab, c'était ma préférée en plus, si vous avez suivi la campagne. Les cartes de compétences, il m'en reste beaucoup. Machinalement, j'avais envie de dire beaucoup trop. 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Et j'en ai débloqué 5 ou 6, je crois. Dans le paquet restant, on a du niveau 1, on a du niveau 2. Il y a une grande richesse pour aller construire son personnage au fur et à mesure que l'on va avancer. Ce qui est bien, c'est d'en avoir beaucoup plus que nécessaire parce qu'on a un réel choix. Je crois que c'était dans Descent, Légende des Ténèbres, où je m'étais dit: ah, c'est dommage, on n'a que quelques cartes au final en pseudo-rejouabilité si un jour on a envie d'y revenir. Finalement, on construira quasiment la même chose. Je crois que c'était avec ce jeu-là. Et bien là, ça m'a quasiment frustré de voir que il y a plein de compétences qui sont bien. Et il me semble que je n'ai même pas débloqué de compétences de niveau 2, qui sont pourtant super costauds et ça aurait pu me servir dans certaines phases de combat qui étaient justement d'un niveau un petit peu plus poussé. Donc ça amène tout de suite, ça soulève un point concernant la rejouabilité. Il y a moyen de se faire plaisir. Alors quand j'ai fait mon ultime sauvegarde après avoir tourné le dernier épisode et clôturé la campagne, je me suis fait tout mon mémo de campagne justement en notant les compétences des uns des autres pour voir si un jour ça servira. Ensuite, on enchaîne avec les composants du jeu lui-même qui font vraiment le job. Je laisse ça dans le très bon. Ce sont les tuiles. Les tuiles de jeu recto verso numérotées. Ça, c'est un grand classique. D'un point de vue immersif, elles sont hop là. Ah oui, alors c'est la petite caméra pour être face visible. Est-ce qu'il faudrait pas que je change d'ailleurs? Tiens, c'est une bonne question. Ben si je fais ça. Eh ben voilà, impeccable. Donc, d'un point de vue graphique et pour l'immersion en jeu, c'est nickel. On a les extérieurs, les intérieurs, les donjons, les cryptes. Ça fait vraiment le job. Forcément, il y en a de tailles différentes pour les agencements. Seul bémol, ce serait ça. Cette taille-là, parce que alors, c'est censé symboliser un couloir, oui, mais parfois, lorsqu'on a nos 4 héros, plus 3-4 ennemis, ça déborde. Alors, c'est pas un grand mal, hein. On met les figurines ou les jetons ennemis à côté, le temps de faire une manche, et puis ça passe très bien. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire vraiment sur les tuiles. En plus, c'est super pratique. Il y avait dans la boîte ce compartiment-là. Moi, je l'ai reconverti en range tuiles, c'est impeccable. J'ai pas eu besoin d'aller les chercher, bien loin. Voilà, me revoici. Donc les tuiles, elles sont bien. Ah, la carte des Zaphirs.
Alors ça, c'est un super composant. Tout de suite, moi, ça m'a rappelé Gloomhaven. Alors, j'ai dit la carte des Zaphirs, certes, mais on va aussi parler des cartes annexes. La carte des Zaphirs en format poster, ben, elle est vachement bien. Et c'est à ça que sert la petite figurine de groupe. C'est pour se balader de point en point. Vraiment, ça rappelle Gloomhaven. Une très bonne idée d'avoir repris cette idée-là, justement. Le papier est sympa, l'effet parchemin, elle est propre, elle est claire. Ça, c'est vraiment, vraiment top. De même que les cartes annexes. Et c'est là où on sort du cadre de la ville stricte parce que on peut. Alors, je vous montre vite fait parce que vous voulez pas forcément voir ce qui a été débloqué. Hop là, mais bon, elles sont colorées. Les autocollants à enlever sont vraiment très grands, très très grands. Moi, je les ai collés derrière pour pouvoir les recoller si je veux recommencer d'une façon ou d'une autre. Donc ça, c'est très sympa aussi. Et puis, dernier élément de jeu lié aux cartes, bah, c'est quand on visite la ville. Je vais vous le mettre à l'envers. Tiens, quand on visite la ville, hop là, même chose, on va décoller les stickers pour se rappeler. Alors, c'est vraiment symbolique, hein. C'est juste le plaisir de l'aspect legacy, de se dire ah ouais, ok, on a déjà déverrouillé tout ça. Et puis moi, pour le coup, bah, ça me montre que je n'ai pas fait 2, 4, 6, 8, 10, 11 lieux. Mais ça a été lié normalement à mes choix que j'ai pu faire pendant ma session de jeu, pendant toute la campagne. Les cartes de jeu, très bon rendu explicite. Ah oui, alors. Tiens, ça aussi, je suis sûr, je ne l'ai même pas noté en point très bon. Cette boîte-là, qui je suppose est liée à l'édition de luxe, mais je n'en suis pas sûr. Elle est déjà, d'une part, super belle. C'est la boîte qui permet de ranger l'intégralité de toutes les cartes du jeu, avec de super séparateurs. Oui, messieurs, dames. Et le très bon point, c'est que l'ensemble de toutes ces cartes sont super bien foutues. Les cartes ennemies sont claires. Alors à chaque fois, bah oui, ça nécessite une lecture, plus une relecture, plus une re-relecture, mais quand on en a l'habitude, vraiment, ça y va bien. Les cartes potentielles d'équipement, elles sont fun, elles sont chouettes. Vraiment super matériel et on a toute la diversité des cartes en jeu. C'est facilement accessible, sauf quand je fous mon bordel, mais sinon ça reste facilement accessible. Très très bien, très bon point pour ça. Les pions. Ah, alors, une surprise par rapport à un jeu de type Dungeon Crawler, c'est qu'en termes de pions et matériel, toi, faut pas que je t'oublie, en termes de pions et matériel, on n'a que ça. Pas plus. Et pour le coup, mécaniquement, il n'y a pas besoin de plus. On a des gemmes, on a des petits jetons sabliers, on a des jetons nourriture. Alors normalement, les jetons nourriture, ce ne sont que les cuisseaux, là, les cuisses de poulet. Moi, pour le fun, j'avais rajouté des pommes, des saucisses et puis un petit coup de pinard à boire. Ça fait toujours plaisir. Les jetons énergie. Donc ça, je pense que c'est l'édition de luxe qui rajoute ces jetons en bois. Et puis sinon, en autres jetons, mis à part les cubes, là, eh ben, on a quelques jetons qui symbolisent des pièges, du terrain difficile, des parades, des jetons spéciaux concentration, les coffres, 3 boss, ok, des interactions, piste d'initiative, bim bim, ça excellent aussi, les portails, les objectifs et les entrées-sorties. Hop, terminé. Et ben avec tout ça, par rapport au gameplay, c'est largement suffisant. Alors j'avoue que dans ma petite tête, quand j'ai fait le déballage, j'ai dit quoi, c'est tout, mais c'est parce que je tiens absolument à avoir plein de jetons. J'aime la manipulation de tout ça, d'aller chercher un tel et un tel. Le dernier gros jeu comme ça aura été Nova Etas. Oui, je sais, il n'est pas fini, j'y reviendrai.
On le continuera. Mais dans Nova et TAS, oh la vache de ces morts, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme jetons différents? Mais là, bah, c'est bien aussi parce que ça fait une immersion dans le jeu beaucoup plus facile, une immersion dans les règles aussi, où c'est quand même assez facile de s'y mettre. Un élément que j'ai oublié peut-être, c'est ça. Je vous le montre tout de suite. Ça, c'est bien. Dans cette enveloppe, il y a trois fiches de boss. Ce sont les big boss. Il y en a un par acte, donc 3 actes. 3 big boss. Elles sont vraiment super. Je vais essayer de pas trop vous spoiler en fait, hein, on va partir là-dessus. Dernier élément de jeu qui est bien foutu, bah, c'est le livret de règles. Là, pour le coup, l'apprentissage aura été relativement facile à faire. Il est suffisamment bien conçu pour qu'on aille chercher le point de règle qui nous manque assez rapidement en fait dans la construction. Puis c'est toujours pareil, hein. Plus on va le feuilleter, ben, plus on va se rappeler que la partie sur le résultat des dés, oui, c'était plutôt au début. Par contre, je me souviens que pour sortir d'un donjon, c'était plutôt au milieu, le choix des cibles, c'était plutôt vers la fin. Et ce que je fais quand j'y pense, mais j'y pense souvent, c'est de me mettre des... vous le voyez, bim, choix des cibles, on retrouve la page facilement, et puis voilà. Donc, alors, il n'est pas épais, hein. Il n'y a même pas 30 pages, il y a 28 pages. C'est bien. Mais les règles, je crois qu'on va y revenir un petit peu plus tard. Ça ne saurait tarder. Ok. Qu'est-ce que je pourrais oublier comme matériel qui m'a bien fait kiffer? Alors, les pions ennemis, je ne vous les montre pas pour l'instant parce que ça fait partie de ma catégorie moyenne dans le jeu. Je vais revenir vous voir. Je suis là. Donc le matériel, ça y est, c'est fait, c'est balayé, vraiment pas de déception à outre mesure là-dessus. Maintenant, pourquoi est-ce que je voulais jouer à Fate Forge? C'est parce qu'il y avait pas mal de promesses sur le gameplay lui-même. Donc, très très bon, encore une fois. Le système d'action via les dés. C'est vrai qu'ils en ont fait beaucoup de pubs puisque ça repose beaucoup là-dessus. Et ben c'est vrai que c'est une très très bonne idée d'avoir nos symboles. Une épée, c'est une attaque, une botte, c'est un déplacement. Ce symbole-ci, c'est une concentration. Et en fonction, au début de chaque manche, en fonction des faces de dés que l'on obtient, et ben c'est ce qui va nous permettre d'agir pendant le round. Et comme chaque héros possède son propre pool de dés, il y a beaucoup de variabilité. En plus, ils ont eu la bonne idée de mettre un dé spécial noir avec couleur bleue ou couleur rouge qui va être lié à des cartes équipements spécifiques que l'on va pouvoir se donner. Donc ce système via les dés, c'est vraiment nickel. La mécanique en elle-même est très rythmée. Et là, je prends au sens large pour toutes les phases du jeu, que ce soit les phases de combat, les scènes de combat, ou les scènes de repos, on a, pardon, on a toujours un rythme qui est relativement soutenu. J'ai pas décroché, hein. À chaque fois, j'étais bien impliqué dedans. Les combats eux-mêmes, alors, ça offre un très bon challenge. Ah oui, une règle spécifique qui est de sortir j'allais dire du donjon, non, qui est de sortir de la scène de combat quand on a fini. Alors, quand on a fini, c'est ce que je croyais, mais en fait, pas du tout. Si la scène de combat est censée se dérouler en 4 manches, vous êtes obligé de tenir le combat jusqu'à la fin de la 4e manche, et après seulement, vous pouvez sortir. Et ça, je trouve que c'est bien. Généralement, je suis pas fan de ce genre de mécanique, parce qu'une fois qu'on a atteint l'objectif demandé, bah, c'est bon, on se casse, on passe à autre chose. Alors que là, le fait d'être obligé de rester sur la scène de combat pour aller au bout, eh ben, ça implique de continuer de rester focus et de faire en sorte que
on ne perde pas nos héros. Voilà, on tient nos positions et puis on continue de faire face aux assauts des monstres. Et c'est vraiment très très bien pensé. Alors, sachant que en nombre de manches, et là c'était aussi une promesse faite, enfin une promesse, on va dire un argument commercial fait par Mighty Boards, l'éditeur, et Studio Agathe, les concepteurs, c'était de dire que les parties ne duraient pas forcément longtemps. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, la mise en place est très rapide. Alors très rapide. En solo, en prenant le temps, un quart d'heure, c'était fait, hein. Si vous faites une mise en place à 2 ou 3 joueurs, 10 minutes, c'est torché aussi. Donc ça, c'est déjà un très bon point. Et ensuite, le nombre de manches par scène de combat, c'est maximum 5. Je n'ai jamais eu de combat qui devait durer plus de 5 manches. Et ça a un impact sur la durée du jeu parce que on se débrouille, on a 3 ou 5 manches pour arriver à nos fins. Et puis voilà, sachant que 70% des cas, on avait un timer à 3 manches seulement. Alors il y a une autre règle qui vient se greffer là-dessus, c'est la règle spéciale qui dit que l'on peut demander comment ça s'appelle, un tour supplémentaire. C'est-à-dire que on arrive à la fin de la troisième manche, on est à ça, mais vraiment à ça, le poil de cul du monstre qui reste, euh, d'arriver à gagner cette foutue scène de combat. Eh ben, on peut demander un tour supplémentaire, un round supplémentaire, mais ça a un prix. On est obligé d'aller chercher une carte corruption pour chacun de nos héros, mais au moins, on n'a pas un aspect trop punitif de dire bah, vous aviez seulement 3 rounds, vous avez échoué, allez, on recommence. Le tour supplémentaire, j'ai grincé des dents hein, très souvent pour ne pas le prendre. Euh, Parfois, il est salvateur. Là où j'ai mal joué, moi, personnellement, c'est que ce tour supplémentaire, j'aurais pu investir dedans à plusieurs reprises, ne serait-ce que pour aller chercher le coffre qui va bien ou aller chercher le tas d'or qui va bien et qui m'aurait permis, bah, par exemple, d'aller acheter des compétences pour les héros un petit peu plus upgradés. Donc, encore une fois, mécaniquement, le tour supplémentaire, c'est une très très bonne idée. Après, après, pour revenir sur l'aspect rythmé, les scènes de repos comme les scènes de combat. Les scènes de repos, donc c'est là où on va avoir le plus gros de la narration hein, de notre histoire. C'est toujours rythmé et toujours immersif avec une autre bonne idée. Et là, on va repasser sur la carte de la ville. C'est que à 3 ou 4 reprises pendant toute la campagne, on va être obligé, en fonction des indications qui sont données par le scénario, on va être obligé, mais d'avoir le nez sur la carte pour faire un repérage de lieu et aussi pour faire des déplacements. Ça peut être perturbant au début. La première fois qu'on est tombé là-dessus, je me suis dit mais c'est pas possible, ça va me gonfler en solo parce que bah, je suis tout seul. Et tout seul pour rechercher, mais qu'est-ce que ça va être chiant. Je crois que c'est sur le Kickstarter où il parlait de prendre une loupe. Et ben franchement, c'est pas con. Alors moi j'avais ressorti ça, c'est une loupe. Et c'est vrai que ça m'a pas mal servi pour aller chercher le symbole qu'on était censé trouver à tel endroit. Par exemple, ici, on a une bannière avec un truc dessus. Et ben pour aller le repérer, ce symbole-là, c'est vrai que la loupe m'a servi. Alors, quand on a l'habitude et puis qu'on commence à connaître les différents quartiers de la ville, ça va un petit peu plus vite. Et ils ont eu la bonne idée, pardon, de ne pas nous en coller je sais pas moi, toutes les scènes de repos, par exemple.
Sur le nombre de scènes de repos, je dirais qu'on en a eu 3 à faire comme ça en repérage. Ouais, 3 et on a eu droit à 2, 4, 6, peut-être bien 8 scènes de repos. Donc ça va, c'est, c'est largement absorbable. Mais c'est super amusant d'avoir fait ça. Ensuite, bah tiens, dans le top du top que j'ai noté, c'était aïe 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 aïe, ce qui me fait me pisser dessus. Les cartes peur et les cartes corruption, elles sont très bien ces cartes-là, avec un quand même une très très bonne note pour les cartes peur, qui elles sont monstrueusement effrayantes. Et ça tombe bien parce que quand on rencontre un monstre qui a la capacité effrayante, ça nous oblige à aller piocher une carte peur. Et elles sont très impactantes hein, parce que la majorité de ces cartes-là nous oblige à reculer. On avance dans la zone où il y a l'ennemi, il est effrayant, on pioche la carte qui va pas, ah, on recule. Ça veut dire qu'on vient de perdre une action. Et comme on n'a que 4 actions via les 4 dés qu'on lance, au mieux, elles m'ont fait râler ces cartes-là. Franchement, et ça a obligé tactiquement à se dire, bah oui, mais si je suis dans cette zone-là, que je dois atteindre cette zone-là et que là il y a un monstre effrayant, bah, on va éviter de finir notre tour sur sa zone, ou alors on va éviter d'y rentrer, donc peut-être chercher un autre endroit. Ça a eu un impact quand même sur la réflexion tactique, c'était vachement bien ces cartes peur, mais après coup, je suis très content de les avoir utilisées et de les avoir subies, mais généralement ça me fait flipper ça. Et puis avec un degré moindre, on a des cartes corruption. Je l'évoquais tout à l'heure, si on perd un héros en cours de combat, eh bien on chope une carte corruption. Il peut y avoir en cours de scénario différents autres cas qui pourraient nous faire prendre une carte corruption. Il y en a qui sont pas trop impactantes, d'autres qui sont un petit peu plus pénalisantes, mais ce qui est plaisant, c'est qu'on peut se rendre dans un lieu de la ville et puis on paye et puis on obtient une sorte de bénédiction qui nous permet de virer la corruption. Il n'y en a pas tant que ça, hein, mais, elles sont vraiment, vraiment impactantes. Ça, mécaniquement, c'était vachement bien. Ensuite, la narration et l'histoire. Alors là, ça va nous permettre d'aller faire un petit tour sur voilà, c'est ici que ça se passe. Sur l'application, alors on va vraiment faire qu'un tout petit tour dans le sens où bah, c'est assez minimaliste, hein. On a une nouvelle campagne, on peut commencer 4 campagnes, ça c'est pas mal. Vous jouez en solo, premier slot. Vous jouez avec Madame Von Moriarty, deuxième slot. Vous jouez avec votre pote Thierry, troisième slot. Et puis vous entamez une campagne avec un groupe complet de 4 joueurs, quatrième slot. On est bien. Franchement, on est bien, c'est suffisant. Il n'y a pas des options de dingue, hein. Après, bon, bah, charger campagne. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas regardé, ça fait quoi si je charge la campagne que j'ai terminée? Non, ça peut vous spoiler trop. Je vais pas le faire. Alors, par contre, 21 février 2025. On est le combien là? On est le 25 février. Ce serait la date à laquelle j'ai fini la campagne, c'est possible. C'est fort possible. Il y a 4 jours. Ça m'étonne. Peut-être. Ah bah si, oui, ok. Et 3,52,25, alors là, je vois pas trop ce que c'est. 3h52,25. Ça peut pas être le temps de toute la campagne. C'est bizarre ce chiffre. Enfin, peu importe. Tout ça pour dire que, grâce à cette application, ça nous immerge, ça nous plonge dans la narration et dans l'histoire, et elle est vraiment, vraiment bien. Très rapidement, mais vraiment très rapidement, au bout de
les premières 20 minutes, premières 30 minutes, j'ai senti qu'il y avait vraiment le potentiel narratif que j'attendais. J'ai toujours en tête un jeu qui m'a déçu par rapport à ça, c'était Sword and Sorcery, où le jeu était sympa, mais alors l'histoire, je l'ai trouvée franchement concon. Rapidement, j'étais pas impliqué dans l'histoire. Je crois que c'est le seul jeu depuis longtemps qui m'a fait cette impression-là. Là, on est sur du très très bon niveau. On a envie de connaître la suite. Je vais faire un parallèle avec Heredity, avec l'histoire dans Heredity, où à quelques moments je me suis dit ah mais si ça se trouve en fait on nous dit ça mais ça va être ça, ou alors ah on rencontre ça mais si ça se trouve ils ont prévu qu'avec ça il se passe ça. Et ben à chaque fois, alors à chaque fois, quasiment à chaque fois j'avais raison. Et ça c'est vachement bien parce que ça a montré que j'étais très impliqué dans leur histoire. On fait des suppositions et on est content quand ça se réalise. Les autres options de cette application, bah, charger la campagne, oui. Le mode solo, ça c'est spécifique. Alors je crois que je l'avais lancé pour voir ce que ça donnait. Ah oui, c'est que je croyais qu'en lançant le mode solo, on allait pouvoir jouer qu'un seul héros, mais pas du tout, on est obligé d'en prendre au moins deux. Ça m'intéressait moins. Sinon, j'aurais fait en mode solo avec le fameux chaman Kita. Ouais, ça doit être ça. Juste pour voir, pour redémarrer. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'appli? Ah, il y a un mode bataille. Alors là, je crois que c'est uniquement pour faire de la bagarre. Une seule session. C'est sauvegardé à chaque scène de combat, ok. On ne peut avoir qu'une séquence de mode bataille à la fois. Ah, chiotte. J'en veux pas de ça. Revenir, alors, ceci dit, on peut jeter un coup d'œil, je l'ai pas fait. Ah, j'avais pas fait gaffe. On a en mode facile le marchand de Zokra Baïda. Ah oui, c'est pas seulement un mode bataille, vous placez ses ennemis, vous placez vos héros et bagarre générale. A priori, il y a des petits objectifs. Ça a le mérite d'exister. Moi, je suis pas fan de ces trucs-là, hein. Je veux de la narration always tout le temps. Mais au moins, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Ok. Un élément très important vis-à-vis de cette application, elle est juste là pour remplacer, quand il y en a dans les jeux, pour remplacer un livre de quête uniquement. Et pour, par le biais des livres de quête que l'on connaît, faire le placement des scènes de combat. Elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins présente pendant que vous jouez qu'avec Descent Légende des Ténèbres. Ou dans Descent Légende des Ténèbres, vraiment l'application est très 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 présente. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Alors que là, dites-vous bien que ça remplace la narration faite par des cartes, comme on peut avoir dans Tented Grain par exemple, dans Etherfields, ou bien, comme je vous disais, ça remplace la narration d'un livret. Donc, vraiment très très bien foutu de ce point de vue-là. Ensuite, ensuite, on va passer. Alors, j'enlève notre, notre fenêtre là. Ciao, l'appli. On va passer aux éléments moyens de Fateforge, les chroniques de Cannes. J'ai noté et je vais commencer par ça. Alors, ouais, ça, j'avoue que ça m'a un petit peu gêné tout du long de l'aventure. Ce sont ces jetons ennemis. Bah ouais, ils ont fait le choix de ne pas mettre de figurines, mais en plus de ne pas mettre de standees, ils ont pris ces jetons-là. Bon, alors, ils sont visuellement très bien. On a le dessin de l'ennemi qui reprend le visuel de leur carte, parfait. Ils sont épais, la manipulation est facile, mais pour moi ça casse quand même vraiment l'immersion.
En plus, ils sont ronds, donc les laisser constamment à plat, moi, ça m'a gêné, surtout en solo, parce que j'ai besoin d'avoir du visuel et le fait. Alors, j'ai mis de la pâte à fixe hein, pour les mettre debout, parce que il pouvait y avoir des éléments de jeu avec tel ou tel ennemi qui étaient importants à se rappeler. Et le fait de les mettre debout, visuellement, je me disais, ah ouais, il y a un truc là. Il y a un truc où je dois faire gaffe. Après, plus on joue, plus on en a l'habitude. Mais quand même, pour les 4-5 premières parties, c'était bien. Bon, alors ces jetons, le truc super chiant, c'est sympa d'avoir une boîte comme ça, de rangement, avec, oui, on a des casiers, oui, on a le visuel là. Le problème, c'est que j'ai été obligé de me faire ce genre de choses-là. Alors, moi, ça m'amuse hein, de me créer des petits, comment, des séparateurs. Parce que s'il n'y a pas les séparateurs, ils sont comme ça, vos jetons. Et pour aller chercher, alors, lequel ils veulent, non, c'était pas celui-là. Ah oui, puis ils sont recto verso, donc c'est pas ça. Mais non, ça c'est les squelettes. Putain, je les ai mis où? C'est ceux-là. Ouais, c'est ceux-là. Ah, qu'est-ce que c'est pénible. En plus, ils sont en bois, ils glissent un peu. C'est chiant. Donc, moi, la petite astuce, hein, du petit gars pas con, j'ai fait les séparateurs, et puis ben, on s'en sort très bien. Et puis, une fois qu'on a commencé à faire un scénario, deux scénarios, trois scénarios, allez, on les utilise classiquement. Mais c'est quand même dommage. Préférence aux standees. Par contre, ah tiens, je me le suis pas noté, mais en parlant, il y a une super bonne diversité des ennemis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On a 18 jetons. Je compte pas les meneurs. Ils sont rectal versal, les meneurs? Ouais. Ah si, alors 17, 20, ouais. De par les jetons recto verso, plus les cartes spécifiques de chaque ennemi, on a environ une trentaine de variations d'un ennemi à l'autre. C'est large. Alors vraiment, c'est très très large, hein. Ça, c'est bien. Mais bon, arrêtez de dire que c'est bien, puisque là, je suis dans la catégorie moyen. Bon, ça, c'est bof. Dans les règles, oui, j'ai noté quelques points de règles mal pensés. Il y avait notamment une règle qui faisait référence aux alliés et leurs points de vie. Alors, c'était quoi ça? Oui, parce qu'on peut débloquer un allié, minimum un allié. Et la règle de gestion de l'allié, je l'ai pas trouvé super. Donc j'ai fait à ma sauce et puis voilà. Une règle qui est absente, on peut trouver beaucoup d'objets. On peut acheter beaucoup d'objets. Sur les objets que l'on trouve, il y a un prix. Eh ben, il n'y a pas de règle pour faire de la vente, de la revente. On peut acheter, mais on peut pas revendre. Et ça me perturbe dans les dungeon crawlers. Alors, quand je dis dungeon crawler, dans les jeux narratifs, dans les jeux d'aventure, parce que je suis un vieux de la vieille des jeux de rôle, et dans les jeux de rôle, mais je trouve une boîte d'allumettes, si j'ai envie de vendre une boîte d'allumettes, je peux le faire. Ça me rapporte que dalle, mais je peux le faire. Donc là, même chose, hein. J'ai créé la règle de vente, et puis bah voilà, ça permet de se faire un petit peu de thunes, et puis on continue de jouer tout à fait normalement. Et c'est bizarre, je trouvais bizarre et moyen qu'il n'y ait pas pensé. J'ai eu une aussi petite déception sur un scénario d'infiltration, où en fait j'ai trouvé qu'ils avaient pris plutôt la facilité, alors qu'ils auraient pu faire comme sur les 10 premiers scénarios auxquels j'avais joué. Ils auraient pu faire un truc vachement sympa, alors que là, pour de l'infiltration, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ceci dit, sur la quantité de scénarios joués, pour faire la campagne, j'ai eu une seule déception, hein. Donc, elle est largement oubliée, mais je l'évoque parce que je suis un connard. C'est normal, mais c'est normal, c'est mon rôle. Après, dans les moyens, j'ai mis quoi? Le bestiaire et le fluff. Ah oui, alors ça, j'ai ça en tête depuis l'année dernière avec je sais plus quel jeu, où je trouve dommage que
dans les livres de règles, on n'est pas de bestiaire, on n'est pas de fluff. On parle d'un jeu narratif avec quand même un univers qui est riche, en plus tiré d'un jeu de rôle. Et ben dans le bouquin de règles, on ne sait pas. Quand on lance la campagne via l'application, ça nous détaille là où on va, pourquoi on y va, mais ça prend 3 paragraphes. Et en amont, on n'a rien qui nous fait dire, mais on nous parle d'un pseudo grand méchant, d'accord, mais qu'est-ce qu'on sait de lui vraiment? Euh, Ne serait-ce qu'une carte du monde, et là c'est typiquement rôlistique, mais une carte du monde, allez, pas du monde, de la région. Petite carte de la région dans un endroit de règles. Le top du top pour vous, messieurs les concepteurs éditeurs, ce serait systématiquement dans ce type de jeu de nous mettre un livret, même quoi, allez, une dizaine de pages qui va nous servir à nous immerger encore plus avant de se lancer. Pour moi, je trouve que c'est super important et là, encore une fois, ça manquait. Le calibrage. En moyen, le calibrage. Alors, pour être, mais essayez d'être le plus honnête possible. Il ne faut pas oublier que j'ai joué en solo. Quand on joue en solo, on a vite fait de se dire ouais, mais c'est mal foutu parce que là c'est impossible à faire. J'ai toujours en tête Sine Tempore où clairement et très rapidement dans la campagne, on s'aperçoit qu'il y a des scénarios. Et vous les avez testés les gars ou pas? Sans déconner, on en chie trop là, ça a aucun intérêt. Là, parfois, je me suis dit, mais notamment avec l'acte 3, est-ce que ça a vraiment été bien pensé? Je, Maintenant, avec le recul, je dirais oui. C'est juste que parce que c'est l'acte 3, donc la barre a été mise un petit peu plus haut que l'acte 1 et que l'acte 2. C'est vraiment le ressenti que j'ai, mais à 2-3 fois dans le dernier acte, j'ai eu ce sentiment de là, par rapport à ce qu'ils ont prévu et par rapport à ce qu'ils ont mis sur le terrain pour nous appâter du trésor, de l'or, de la nourriture, on ne pourrait pas le faire. On ne pourrait pas le faire. Donc le calibrage, j'ai un petit bémol là-dessus, mais comparé à beaucoup d'autres jeux qui me sont passés dans les mains, on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Je l'ai quand même mis en moyen parce que pourquoi pas. Ah, et pour finir avec le moyen, oui, alors ça, je suis pas fan. Et monsieur, par exemple, à Woken Realms, aime beaucoup ce genre de mécanique là, des saloperies de cubes. Ça doit pas être bien cher, hein. Un cube rouge, un cube noir, un cube vert. Alors, ça a un aspect de facilité parce que un cube noir, ça peut être un cube générique, hein. On pourrait s'en servir pour tout. Des points de vie, de l'armure, à la limite de la nourriture, de l'or, mais qu'est-ce que c'est pas immersif? J'évoquais qu'il n'y avait pas beaucoup de pions, certes, mais purée, mettez des petits pions points de vie, mettez des pions armure. C'est quand même plus sympa que ces espèces de cubes. Ça, c'est les blessures. Voilà. Ça, c'est quand on est étourdi. Bon, c'est symbolique. Pour moi, pas tant que ça. Vraiment, les pions sont beaucoup plus parlants quand on a un symbole qui est très représentatif de de ce pourquoi on s'en sert. Donc c'était ça. Dernier point dans les bofs, les cubes. En fait, dans les vraiment moyens, les jetons ennemis et puis les cubes c'est pas qu'ils m'ont perdu, mais quand on se pose devant, qu'on a un chouette plateau de héros et puis une belle scène de combat qui est dessinée sur le terrain, ça gâche. Ça gâche, c'est même trop fort. Allez, c'est déceptif. Par contre, maintenant, attention, hein. Âme sensible, s'abstenir. J'ai noté, c'est là devant moi, j'ai noté la rubrique mauvais. En fait, je suis allé trop vite. J'ai cru que j'avais noté les jetons ennemis dans le moyen, alors qu'en fait, c'était dans le mauvais, carrément dans le mauvais.
Ma phrase exacte, c'est: on s'y fait, mais ça casse l'immersion. J'aurais préféré des standees. Et le rangement est merdeux. Ah oui, alors ça, je vous l'ai montré, hein, le rangement sans les séparateurs fabriqués maison, c'est vraiment de la bouse. Ça m'a fait râler au tout début. Bah, à part ça, c'est le seul point vraiment mauvais que j'ai pu relever. Vous voyez, quand je vous dis que j'ai été un très bon adepte de Fate Forge, les Chroniques de Cannes, c'est que, par rapport à tout ce que j'ai évoqué depuis le début, bah, qu'un seul point qui finalement a été contourné. Bien sûr que je l'aime ce jeu, bien évidemment. Alors, il y a une chose à laquelle je ne pensais pas quand je donnais mon avis sur un jeu de société, c'était le dos de boîte. Et quand j'ai fait le déballage, il me semble bien avoir fait une réflexion en disant, là les gars, en notant ça sur la boîte, c'est très commercial, il y a intérêt que ce soit vrai. Alors c'était quoi? Je vais reprendre, bah tiens, on va la passer à côté là, tac, et je vais reprendre ce que l'on nous dit, notamment ici. Alors, une aventure coopérative, oui, 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 absolument. Une carte interactive pour explorer le monde. Bah oui, c'est la fameuse carte des Zephyr. Elle est là, elle est très bien. Ok. Ah, c'était ça. Un système de combat rapide, nerveux et innovant. Quand on me met ça, moi, sous les yeux pour l'achat d'un jeu, ah bah ça veut dire que derrière, on me vend du rêve. Eh ben, aucune déception là-dessus. Ouais, vraiment, vraiment. Système de combat rapide, oui. Nerveux, au purée, oui. Et puis innovant, bah c'est vrai que ça sort des sentiers battus. Une installation rapide pour des parties d'1 heure ou plus. Oui, oui, c'est vrai. Alors moi, mes vidéos faisaient 2 heures, 2 heures et demie, mais c'est normal en solo avec 4 persos. C'est tout à fait logique. Installation rapide, on l'a vu, ouais, ouais, je suis d'accord. Et ensuite, c'est généralement là, dans ce type de paragraphe, où ils peuvent parfois surdoser leur argument de vente. Alors, aventure coop, 1 à 4 joueurs, facile à apprendre, rapide à installer, complètement. Divisé en plusieurs sessions d'au moins 1 heure, vrai. On peut cependant prolonger à loisir. C'est-à-dire divisé en sessions d'au moins 1 heure chacune que vous pouvez cependant prolonger à loisir. Ah, peut-être avec la fameuse phase supplémentaire. Peut-être. La campagne qui demande une trentaine d'heures. Ah tiens, j'avais oublié ça. On va voir combien de temps j'y ai passé. Je l'ai noté normalement. Donc la campagne vous propose un ensemble de règles évolutives. Ah oui, mais tiens, ça je l'ai pas spécifié. Un point qui est vraiment top aussi, ce sont les 3 pages de règles que l'on a à la fin du livret et qui vont se déverrouiller au fur et à mesure que l'on va avancer dans la narration. Ça, c'est vraiment bien. Parce que on se dit, mais j'ai même pas besoin de tout lire, de tout retenir. Je les ai même pas notés dans mon mémo de jeu parce que je savais que c'était lié à tel ou tel scénario. Et donc, en point de règle spécifique, hein, les règles à déverrouiller, on va en utiliser 2 ou 3, allez, 4 maximum. Et ça, c'est vrai que c'est bien. Ensuite, alors, Fate Forge allie le rythme rapide d'un jeu vidéo. Ouais, alors on va peut-être pas s'exciter à ce point-là, hein, je suis d'accord, le rythme est rapide, mais alors, un jeu vidéo, non, peut-être pas. La richesse de la narration, ça par contre, c'est vrai. Alors là, promesse largement tenue. Système de combat rapide, nerveux, innovant, oui, oui, oui. Qui permet de faire la part belle aux compétences spécifiques de vos héros. Mais ouais, complètement. Et c'est marrant, hein. La deuxième lecture, après que l'on connaît vraiment le jeu et qu'on l'a fini, eh ben en fait, ça pointe vraiment des choses que j'aurais pas pu voir au déballage. Quand on fait le déballage, bon là on est dans le côté promesse, hein, mais pour le coup, bien vu, bien vu, bien vu. Alors, les héros vont explorer un monde peuplé de personnages hauts en couleur, exact. On rencontre des personnages très très bien campés.
Capable de réagir à vos actions et de se souvenir de vos exploits. Oui, c'est vrai. Promesse tenue aussi. Ce qui agira sur le cours de l'histoire. Là, la notion de rejouabilité, on va l'évoquer. L'aventure évolue en fonction de vos victoires et de vos défaites, vous proposant des chemins différents à emprunter et à explorer, chacun débouchant sur une fin spécifique. C'est totalement vrai aussi. Vraiment, vraiment vrai. Bon, et ben, encore un très bon point pour eux, pour ne pas avoir menti sur leurs promesses. Un autre point à évoquer, c'est la difficulté. Le dosage dans son ensemble me paraît vraiment très bon parce que même en mode facile pour la campagne, eh ben, j'ai pas tout gagné. Je n'ai que très rarement considéré avoir roulé sur tel ou tel scénario. Et ça, c'est bien. Parce que moi, j'en ai besoin de ça, surtout en solo. Des fois, de me dire, ah bah tiens, j'ai déverrouillé 3 nouvelles compétences là qu'on a réparties entre les 4 héros. La prochaine aventure, je suis censé avoir un regain de force. Et c'est vrai que c'est le cas. Mais par contre, sur la quantité de combats qu'on a eu à faire, bah malheureusement, j'en ai perdu, je crois, 4. Et là où c'est bien fichu d'ailleurs, tiens, j'y pense, c'est que par rapport à la façon dont c'est conçu dans l'application, même si vous échouez, certains scénarios vous autorisent à continuer votre aventure. Et ça, moi, je suis très très fan. Donc, difficulté, on est bien. La rejouabilité maintenant. Alors, la rejouabilité, quand je suis tout seul, j'ai tendance à privilégier les modes faciles. Ça permet de se projeter sur les modes normal, éventuellement difficiles, mais je les prends jamais. En rejouabilité, on est sur quelque chose non seulement qui est largement faisable sans se lasser, mais qui en plus donne un intérêt par rapport à ce que moi, par exemple, j'ai noté. À chaque fois que j'avais un choix dans la campagne, et ça revient vraiment très souvent parce que j'en ai noté près de 50, hein, il me semble, je notais juste en deux trois mots-clés, bah voilà, avec ces héros-là, je fais ce choix-là, ce choix-là, ce choix-là. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas recommencer avec le petit bonhomme là, le chaman, et pourquoi pas le héros que l'on peut déverrouiller dans la boîte d'extension, pour recommencer et puis faire vraiment les choix différents. Donc rejouabilité sans aucun problème, même si on reprenait les mêmes héros par rapport à la masse de, comme on a dit, de compétences, capacités à débloquer, déverrouiller, c'est top. Vraiment, ce serait top. Et maintenant, on va passer à la campagne. Combien de temps ça m'a pris? Alors, sur la boîte, ils ont évoqué une trentaine d'heures, je crois. Moi, j'y ai passé 47 heures. Alors, c'est simple, hein, j'ai fait un calcul à la grosse en reprenant le décompte de chaque vidéo que j'ai réalisé. Ça a pris 47 heures. 47 heures de jeu par rapport aux 100-110 euros payés, c'est pas déconnant. On l'a fait en 23 séances. J'ai noté que j'avais commencé le 26 janvier la première vidéo de gameplay et on l'a fini le 23 février. On l'a fini la campagne le 23 février. C'était ce jour-là où j'ai enregistré le dernier épisode de Fate Forge. Par contre, il a dû être diffusé une journée avec une journée de décalage. Puisque maintenant je prends plus le temps de filmer et puis de diffuser gentiment au fur et à mesure. Donc 47 heures de jeu, c'est très bien, vraiment c'est très bien, et ça m'a montré et prouvé que oui, je pouvais me poser à tenir sur un jeu sans être obligé de le séquencer. Y jouer l'acte 1, passer à autre chose, faire l'acte 2, passer à autre chose, etc. Alors ça, c'est valable pour certains jeux, de pouvoir séquencer comme ça, et pour d'autres, il vaut mieux pas. Je repense toujours à Nova Aetas, à l'opposé de la Cité Maudite. Nova Aetas, c'est typiquement le type de campagne où il faut pas lâcher et puis vraiment avoir un suivi, alors qu'avec la Cité Maudite,
on peut se permettre de faire 2-3 sessions, on passe à autre chose, on y revient, etc. Et c'est bien d'avoir fait du Fate Forge de A à Z parce que on peut le faire. Pour moi, dans mon esprit, c'est mais non, mais ça va me prendre 3 mois, ça va être chiant au final. Pas du tout. On s'organise et ça a pris combien j'ai dit 26 janvier, 23 février. Vous vous faites de bonnes sessions sur 4 semaines, c'est quand même super fun. Donc rejouabilité, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dernier élément à évoquer, c'est que en février, là, début février, je crois, ils ont fait la campagne, comment ça s'appelle? Alors, faut que j'aille chercher un reprint. Merci de me l'avoir soufflé. Chronicles of Khan. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déverrouiller ça. On va le passer comme ça. Et alors pourquoi c'est intéressant? Parce que en termes de rejouabilité, alors je vais me remettre au début de la page. Ça nous dit quoi? Alors, on va pas tout lire, hein. C'est juste qu'on nous dit que c'est un reprint en édition de luxe. Ils ont eu 300 000 boules, bientôt 400 000. Bon, ça, d'accord, c'est financé très bien. Ça reprend l'édition de Chronicles of Khan, wep, 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 avec toujours les langues. Et puis voilà, c'est ça. Plus une nouvelle extension dans cette campagne Kickstarter qui s'appellera King of the Wild. Et c'est super parce que là, ça rejoint la rejouabilité ou la continuité de jeu, sachant que ça sortira normalement en boutique, il n'y a pas de raison. C'est super. A priori, on va avoir des pets. On aura peut-être même un nouveau héros. Je suis pas allé regarder plus en avant ça. Mais au final, on aura 3 boîtes pour Fate Forge, ça mériterait du plus plus. Je vais pas regarder plus loin parce que ça va m'agacer. Ça va donner envie d'aller y voir, puis on a suffisamment d'autres choses à faire, donc on n'est pas en reste, hein, il n'y a pas de souci. Au final, le verdict par rapport à mes attentes, sans aucun problème, ça a parfaitement bien matché. Beaucoup de plaisir à y jouer. Alors les critères, si vous vous dites est-ce que ce serait pour moi, par rapport à tout ce que j'ai balayé déjà, on n'est pas dans un jeu de draft de cartes. J'en suis un peu sorti de ça, ça fait plusieurs mois. C'est plus une mécanique qui me plaît vraiment, sauf si elle pourrait être originale, à voir dans les futurs jeux. Je pense beaucoup à Woken Winds, hein, ils sont très friands de ça. J'espère qu'avec Etherfield, avec Nemesis Lockdown, avec ISS Vanguard, ce sera pas trop présent ce système de cartes. Mais là, c'est vraiment impeccable. Donc, c'est du lancer de dés, c'est narratif, c'est du dungeon crawler. Vous faites évoluer vos personnages. C'est effectivement très nerveux. Combat original. Déjà, en citant ces 6 points, vous avez des affinités avec au moins 4. Je pense que ça peut être pour vous, vous pouvez y aller, hein. Et voilà, nous en avons fini avec notre avis de comme ça. Fateforge Chronicles of Khan, ça a été une très bonne surprise, un super investissement. J'y reviendrai avec le déballage de l'extension. Je ne sais absolument pas quand parce qu'on va enchaîner sur d'autres choses. On a de quoi faire. Merci bien sûr à Studio Agathe d'avoir produit ça, à Mighty Board de nous l'avoir fait en version française, et puis merci à vous qui vous êtes accrochés avec moi au suivi de la campagne, et puis je vais vous dire à bientôt pour d'autres choses. Salut, salut.